Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Eh bien, vous nous recevez sur plusieurs plateformes. Certains nous reçoivent tout simplement sur satellite, Eutelsat ou tout simplement Amos. D'autres sont à la radio 96.3 FM. Et bien sûr, pendant ce temps, on retrouve d'autres de nos panélistes sur toutes les plateformes de diffusion. Eh bien, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, le Mali comme toujours. Mais au Mali, il y a quelque chose de particulier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sortie de l'imam Mahmoud Dicko qui tout simplement dénonce l'arrogance des dirigeants actuels et l'orgueil de la communauté internationale. Alors que le pouvoir à Bamako et la communauté internationale sont en plein bras de fer, l'imam Dicko donc refait surface. L'influent prédicateur qui s'était fait plus discret depuis a pris donc la parole il y a à peu près 24 heures pour dénoncer, je cite, l'arrogance des militaires qui dirigent le pays et en s'en prenant également à l'orgueil de la communauté internationale. Le peuple malien est pris en otage, dit-il, entre les deux et est en train de mourir à petit feu sous l'effet de la propagation djihadiste et des pénuries, notamment provoquées par les sanctions internationales, c'est ce qu'il a précisé. Eh bien, pourquoi cette sortie fait-elle autant de bruit et pourquoi la presse occidentale s'en est appropriée? Faut-il y voir quelque chose de louche? En tout cas, on s'interroge ce soir sur les antennes de Foyo Média et on en débat dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Vous ne vous trompez pas d'adresse, vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Et comme je le disais dans les propos liminaires, on va s'intéresser au Mali avec la sortie de l'imam Mahmoud Dicko qui dénonce tout simplement l'orgueil voilà, de certains des dirigeants actuels, l'arrogance des dirigeants actuels et l'orgueil de la communauté internationale. La question ici est de savoir pourquoi ça fait autant de bruit. On va en parler avec nos invités. D'aucuns sont au Mali, Alaï est de ce côté-là et bien sûr Moussa, on les retrouvera. Accueillons tout d'abord le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batengeni. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains et qui certainement sont déjà scotchés, regardent ou bien écoutent l'émission depuis leur poste récepteur, encore sur leur téléphone. Bonsoir à tous les copanélistes qui vont nous accompagner durant l'émission. Également, bonsoir aux techniciens, à la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun, particulièrement aux forces de défense et de sécurité qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. Cher et beau pays qui accueille, bien sûr, qui héberge Foyo Média. Eh bien, allons voir si nos deux invités depuis le Mali sont déjà confortablement installés. Pas encore, me signale-t-on. En tout cas, ça se fera dans les minutes, les secondes qui suivent. Pendant ce temps, on va planter le décor avec justement l'imam l'imam Mahmoud Dicko qui s'exprimait. C'était lors d'un forum organisé à Bamako. On va l'écouter, c'est quelques extraits et on revient juste après pour en débattre. Oui, j'aimerais bien que ça soit ainsi. Mais de quelle paix parle-t-on et de quelle sécurité et de quel développement dans une situation où, particulièrement pour le Mali, je vais parler du Mali aujourd'hui, parlons de cela aujourd'hui, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil, nous sommes dans notre arrogance, et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix, de sécurité et de quoi ici?
De quelle paix s'agit-il? Je lui ai dit, je ne veux pas parler. Si vous me faites parler, ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble. C'est vous qui m'avez dit de parler, je dis que je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Je ne comprends pas l'attitude et de la communauté internationale dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci, il le faut, des élections, de ceci, de cela. Mais le b.a.-ba du droit de l'homme, c'est d'abord le droit à l'existence. Mais le peuple malien aujourd'hui est menacé dans son existence. Ben, on est là en train de surenchère et faire des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il ne faut pas le faire, 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, des gens qui ont des principes. Mais ces principes, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effondrement, sans lever le petit doigt, je crois que l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra ça, c'est ce que nous dit l'imam Mahmoud Dicko. Et donc, voilà donc ce qu'il a dit et on l'a écouté. Est-ce qu'on est bien connecté avec Moussa Zandiara? Moussa, bonsoir. Moussa, bonsoir. D'accord. Et Alaï Kouriba, est-ce qu'il est là? Très bien, on se reconnectera dans quelques instants. Mon très cher Jonathan Batengene, on a écouté l'imam Modibo, l'imam Mahmoud Dicko, j'aime bien dire Modibo Dicko, et ça me rappelle quelqu'un. Donc Mahmoud Dicko qui s'est exprimé après un long moment de silence, aujourd'hui il sort et c'est pas pour faire dans la langue de bois, il a à la fois dénoncé ce qu'il a considéré comme l'arrogance des dirigeants actuels de Bamako, mais aussi et surtout l'orgueil de la communauté internationale. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? À quoi veut-il faire référence peut-être dans son sempiternel réquisitoire contre le Premier ministre brillant et surtout très remontrant et très convaincant, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, certainement parce qu'il y a une sempiternelle volonté de le déstabiliser, de le présenter comme étant le boulet de canon que traînerait le président Assimi Goïta dans son gouvernement. C'est peut-être dans cette logique que le guide religieux, M. Dicko, est en train de porter les échanges. Il parle d'arrogance, il parle du côté de l'orgueil de la part de la communauté internationale. En fait, quand il parle d'orgueil, il ne caractérise pas ce que la communauté internationale est. Elle est arrogante, cette communauté internationale. Elle qui prend les sanctions contre le Mali. Elle qui essaye même, comme il dit, le Mali aujourd'hui est menacé dans son existence. Mais par qui donc? Par qui, monsieur l'imam? Par qui? Justement par cette communauté internationale qui a eu pendant 10 ans le temps de corriger les erreurs. La rébellion, la sécession et le terrorisme n'ont fait que progresser pendant que cette communauté internationale était au Mali. Où était-elle, cette communauté internationale, pour empêcher que le projet sécessionniste se transforme en projet terroriste? Donc l'imam Dicko est dans une logique, il est dans un discours creux,
c'est un discours tout à fait politique. Il est loin. Alors, à vous écouter, vous essayez de nous dire que les déclarations de l'imam Dicko portent en elles-mêmes leurs propres contradictions. Tout à fait, tout à fait. Il veut mettre dos à dos la communauté internationale et le gouvernement. C'est très astucieux. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le cas? Ne sommes-nous pas déjà dans une situation de deux à dos? Il n'y a pas de dos à dos. Il y a un bras de fer quand même qui existe entre ces deux entités. Oui, mais il n'y a pas un dos à dos. Il n'y a pas deux entités de même nature. On a l'État du Mali qui est piloté par des autorités qui ont une logique émancipationniste claire. Il y a les autorités de l'État du Mali qui ont défendu et ont fait respecter l'État du Mali lorsque ce dernier était nié dans son existence même. Et il y a une communauté internationale qui a participé à la désintégration de l'État du Mali, a contribué à fragiliser l'État du Mali et a contribué aujourd'hui à menacer l'État du Mali. L'embargo proclamé contre l'État du Mali, ça visait quoi selon l'imam Dicko? Ça visait certainement à rassurer. C'était un acte d'arrogance tout simplement de son point de vue. Que non, ce n'était pas un acte d'arrogance. C'était un acte de destruction de l'économie malienne. C'était justement un acte de ce qu'il appelle les Maliens qui sont menacés dans leur existence. L'imam Dicko, il n'a pas dit le contraire. Il me semble qu'il a justement, il estime que ces sanctions sont contre-productives pour le Mali. Et au même moment, il estime quand même que la transition pouvait aussi lâcher un peu du lest. Pourquoi il veut placer, on ne peut pas mettre sur le même piédestal ceux qui déstabilisent le Mali et ceux qui protègent le Mali. Est-ce que l'imam s'inquiéterait si la protection du Mali dure 3 ans? Pourquoi il s'inquiéterait? Il estime qu'il y en a qui poussent, qui veulent une transition sans limite. Et d'un autre côté, il y en a qui veulent... Il n'y en a pas qui veulent une transition sans limite. Il faut être très honnête et arrêter de lire dans les boules de cristal. Au Mali, le peuple a décidé de manière souveraine. L'imam Dicko lui-même était convoqué à ses assises nationales. Pourquoi son point de vue n'a pas été majoritaire? Pourquoi à cette période, il n'a pas pu être majoritaire dans les discussions avec la société civile malienne? Il a été impopulaire. Il paye du prix de son impopularité. Ses prises de décision n'iront pas en faveur de sa propre popularité. Il ne fait que lui-même se mettre dans une situation impopulaire. Et d'ailleurs, en tant que guide spirituel, il gagnerait à ne pas trop s'exprimer sur des questions politiques. Et pourtant, il est déjà mouillé. On sait qu'il était quand même là pendant les manifs qui ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta. C'est aussi à ses risques et périls. S'il est devenu un acteur politique, eh bien, il est en train de ramener la religion dans une sphère qui n'est pas éminemment la sienne. Voyons il gagnerait à rester une autorité morale et à continuer de jouer son rôle d'autorité morale et à très peu s'intéresser de politique. Parce que quand il entre en politique, c'est vrai, il a eu un rôle salutaire dans les manifestations, mais quand il entre en politique, il y a un risque qu'il commence à s'en mêler les pédales. La politique a ceci de très, très pertinent ou bien de très dangereux, c'est que petit à petit, vous vous mouillez à un certain moment. Vous n'avez plus la possibilité de retourner parce que votre réputation est en lambeaux. Il faudrait qu'il conserve sa réputation d'autorité morale au Mali. C'est un imam, il est respecté pour ça. Qu'il laisse les débats politiques et qu'il arrête de se mêler des questions politiques parce que là, il n'a pas toujours la grille de lecture qui sied dans l'actualité du Mali. Alors, voyons ce qu'en pensent justement les Maliens. Ils sont deux. Moussa Zandiara. Bonsoir Moussa. Bonsoir, M. Bachir. Alors, je rappelle, vous êtes membre de ce mouvement, Yerewolo, Debout sur les remparts. Et bien sûr, vous êtes du côté de Kati. Et Alaï Kouriba, colonel. Bonsoir Alaï. Bonsoir Bachir, comment ça va? Ah, ça va très très bien. Membre du RJA, le réseau de jeunes actifs, c'est ça? Actif. Ah là, Oui. merci donc. Alors, merci d'être avec nous. Pourquoi ne pas commencer par vous, Alaï? Ce mouvement, vous avez finalement réussi à faire partie IBK, vous avez réussi à installer et soutenir la transition conduite par le colonel Assimi Goïta. Et aujourd'hui, on entend la voix quand même de l'imam Mahmoud Dicko qui s'élève pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment cette arrogance, dit-il, des dirigeants actuels, mais aussi l'orgueil de la communauté internationale. Comment vous accueillez cette nouvelle? Comment vous l'analysez?
Bonsoir Bassir, bonsoir à mes chers amis. Et ici au Mali, précisément dans la capitale, la Bamako, Oui. et les nouvelles ont été relayées à travers les réseaux sociaux via Facebook et WhatsApp. Dès que les gens ont quitté les propos du guide Mahmoud Imam Dicko, donc les réactions ont été très vives. Du côté de la jeunesse, du côté de la classe politique, de tous les bords, il y a eu des réactions. Mais ce qu'il faut comprendre dans ces réactions, premièrement, dans quel contexte il s'est prononcé. Oui. Donc, pour moi, il a été invité dans un salon où il n'était pas préparé à parler. On lui a tendu le micro, il était obligé de dire quelque chose. Comme un bon leader, comme un meneur d'hommes, en tant qu'autorité morale, de contribuer au renversement du régime sur place. Donc, il s'est mis dans la tête de faire une analyse de ce qu'il a compris de cette transition en ce moment. Et dès lors, il a qualifié les autorités de la transition d'arrogants. Oui. Pourquoi arrogants? Il s'agit d'arrogance, peut-être dans un texte religieux ou dans un contexte politique. Il s'est prononcé. Vu ses propos, il s'est prononcé dans un contexte purement politique. C'est ce qu'il lui-même il a répété. Oui. Et il le répète, c'est des gouvernants qui sont arrogants. Vous voyez? Donc, en entendant parler l'imam Dicko, on a l'impression qu'il y a un isolement quelque part de la personne de Dicko dans le processus de la transition. Lui-même, il se sent isolé. Donc, il veut, par cette occasion, montrer aux yeux de la communauté internationale que les Maliens sont isolés. Il ne s'agit pas des Maliens, mais il s'agit de sa personne. Lui-même, il se sent isolé. Amener la grande partie de la lutte du M5, il a porté en tant qu'autorité morale. Donc, pour montrer aux autorités de la transition que, allez, attention, il faut faire attention parce que nous avons contribué à votre réussite, il faut penser à nous. Du moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, il n'est pas concerté et que ces mots ne sont pas vraiment sentis dans le discours, que ce soit du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, que ce soit dans la dynamique du président Assimi Goïta. Donc lui, il se sent isolé. Très bien. Donc, pour moi, il essaye de faire une transversalité du discours, un discours qui est un peu gauche. Oui. Alors, ça veut dire si je vous ai bien compris, Alaï, si je vous ai bien compris, vous estimez que l'imam Dicko a tout simplement dit ce qu'il ne pense pas. Est-ce que c'est ça? Bien sûr. Pour moi personnellement, connaissant Imam Dicko, il a dit quelque chose qu'il pensait, mais d'une manière à ce qu'il donne le coup de quelque chose. Il voulait se rattraper, il voulait se montrer à nouveau, mais pour se montrer à nouveau et monter sur la scène internationale, il faut lancer des flèches. Et il voulait lancer une flèche pour pouvoir récupérer le temps perdu et revenir sur la scène internationale. Mais est-ce que c'est une façon aussi de dire que l'imam Dicko essaye finalement de rentrer pleinement en politique? Lancer des flèches pour s'attirer les regards de la communauté internationale. Alors, les hommes politiques, ils le font généralement. Est-ce que l'imam Dicko est en train de se lancer en politique? Bien sûr, il est en train de se lancer pour la dernière sortie. Et il a fait des tournées au niveau du Qatar, en Arabie Saoudite. Partout, il a été lors des salons, lors des conférences. Ensuite, il avait une idée. Quand Barkhane avait été sassé, lui, il voulait ramener. Lui
m'entendez, j'espère? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Alors, je reviens à vous le temps que vous stabilisez, mon cher Alaï. Je reviens à vous. Allons vers Moussa. Je reviens à vous. Je reviens à vous le temps que vous vous stabilisez. Et comme ça, je donne la parole à Moussa également de ce côté-là. Alors, Moussa, vous êtes à Kati, justement. Alors, quand on écoute quand même les propos de votre compatriote, il semble dire que l'imam Dicko, en prenant la parole à ce forum, n'était pas préparé à s'exprimer sur des questions politiques. Et pourtant, l'imam, quand on a reçu quand même l'audio où il disait vous voulez que je parle? Eh bien, bon, je vais parler, mais parce que j'en avais dans le cœur, j'avais des choses à dire. Finalement, est-ce que ce n'était pas prémédité? La parole à Moussa. Ok, M. Bassir, merci beaucoup de m'avoir donné la pour comprendre un peu l'enjeu même de cette sortie de imam, il faut d'abord faire la genèse même de tout ce que l'imam a fait comme action, de tout ce que l'imam a posé comme acte pendant ces derniers moments, bien avant la transition et pendant la transition. Oui. Parce que tout récemment, l'imam a fait une sortie. Il a dit, lors de cette sortie, il a dit que la majorité des Maliens se retrouvent dans ce que la transition fait. Ce n'est pas lui et sa vision, ce que lui pense de la transition. Ça, c'est un. Deux, depuis 2009 jusqu'à nos jours, tous les régimes qui se sont succédés au Mali, l'imam a eu un grand rôle à jouer lors de leur chute, que ce soit ATT, que ce soit IBK, alors que l'imam a contribué aux élections d'Ibrahim Boubacar Keïta. Après, il est revenu combattre ces dernières. Maintenant, lors de la venue de cette transition, qui est d'ailleurs accueillie par tout le monde, ici au Mali, y compris en Afrique aussi, les propos de l'imam nous laissent vraiment entendre un homme politique, pas un religieux politique. Parce que tout derrière moi, l'imam a dit que je vais retourner dans la mosquée. Donc il va abandonner la scène politique. La mission qu'il avait comme mission confiée par le peuple, que lui s'est considéré comme l'autorité morale de ce peuple, il a atteint vraiment le résultat. Maintenant, il va retourner dans sa mosquée. Mais pourquoi ces derniers moments, pourquoi tout s'est sorti là? Parce que à un moment donné, tout ce qui se passait dans le pays, tout ce qui se tournait aussi autour de l'imam, il avait son mot à dire. Mais lorsque Assimi et le gouvernement Choguel sont venus, maintenant, l'imam est mis à l'écart d'une manière, parce que l'autorité morale n'est plus vraiment concertée pour la prise de décision, l'autorité morale n'est plus concertée pour la nomination des gouvernements, l'autorité morale n'est plus concertée pour aussi faire vraiment, comment on dirait, la redevabilité de ce que les politiques disent. Maintenant, sa déclaration, on sait que quand tu entends l'arrogance, quand tu entends l'orgueil, il veut dire quoi à ce niveau? Présentement, le Mali, qui se retrouve maintenant sur la scène internationale, malgré toutes les difficultés que les organisations internationales nous ont posées, comme embargo, malgré toutes ces difficultés économiques et politiques, le gouvernement malien parvient à s'en sortir. Si je dis à s'en sortir, parce que le peuple malien se retrouve, malgré cette cherté, malgré cette difficulté, le peuple malien est fier vraiment de ce que le gouvernement a. Mais Moussa, pourquoi quand vous dites... Oui. Oui, quand vous dites que le gouvernement malien, malgré toutes les sanctions, le peuple arrive à s'en sortir, mais ce n'est pas ce que pense l'imam Dicko. Il estime tout simplement que le peuple est pris en tenaille, le peuple est asphyxié. L'imam dit le contraire.
Voilà, c'est ce que j'allais venir. Oui. Pourquoi la fois derrière, lors de sa première sortie, Oui. il a dit que le peuple se retrouve, se reconnaisse dans tout ce que la transition est en train de faire. Et cette fois-ci, sa deuxième sortie, il dit le contraire. Il dit que le peuple est pris en otage par le gouvernement. Alors, je pose la question maintenant, comme tout panafricaniste pouvait la poser. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce double discours, ce changement, cette évolution qu'il y a eu dans les propos de l'imam Dicko? Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de discours? Est-ce que l'imam aurait été approché? Moussa, je suis toujours avec vous. Oui, maintenant, moi, je suis sûr que tout ce que l'imam dit est une personnalité très, très, très intelligente. Il ne fait pas des choses par hasard. Il a des calculs, il fait des calculs. Toutes ses sorties sont des calculs derrière. Maintenant, il sait que là où nous en sommes, le peuple se demande maintenant quelle sera la... Parce que nous savons que la transition déjà c'est un acquis, mais nous préparons maintenant l'après-transition. Alors que le leader qui était l'imam Dicko, qui avait le monopole du peuple malien, qui avait à son temps le monopole même de cette foule, maintenant qui a perdu vraiment ce contrôle-là. Présentement, le mouvement Yerawolo Debout sur les remparts, qui mène ses actions pour le soutien. Maintenant, Yerawolo a fait vraiment perdre même l'image de l'imam Dicko. L'imam Dicko veut revenir sur la scène. Maintenant, comment? Il faut que je pose des actes. Il faut que je dise de s'intéresser à mon existence. Sinon, nous, en tant que jeunesse malienne, nous, en tant que acteurs même de ces changements, nous pensons que l'ère de Mahmoud Dicko vraiment a atteint vraiment ses limites. Si je dis l'ère de l'imam Dicko, ses influences, tout ce qui tournait autour de lui, parce qu'auparavant, on devrait passer chez lui pour prendre des conseils, on devrait aller le concerter pour prendre nos décisions. Mais présentement, avec l'acte, le peuple est derrière cette transition. Maintenant, il se profite par ces occasions, ces sorties-là, devant tout le monde pour essayer vraiment de se faire remarquer. Sinon, très bien. Moi, je ne vois pas d'autres... Je reviens à vous, mon cher Moussa, et bien sûr Alaï du côté du Mali. Voyons la suite avec notre consultant sur le plateau. Jonathan, on a écouté nos compatriotes africains du côté du Mali. Alors, mais ils ont dit quelque chose qui a suscité une question chez moi. Et tout à l'heure, Moussa disait, par le passé, l'imam Dicko, il était concerté sur tout ce qui concernait la vie politique au Mali. Il est d'ailleurs mêlé dans toutes ces affaires depuis 2009. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, Assimi Goïta et Choguel Maïga l'aient isolé, l'aient écarté? Il a quitté, il n'est plus l'autorité morale qu'il constituait, c'est tout. Il faut bien distinguer des acteurs politiques des autorités morales qui ont une influence de par la présomption de sagesse qu'on leur prête. Une autorité religieuse, c'est quelqu'un, lorsqu'elle atteint un certain seuil, à qui on prête une certaine hauteur d'esprit. Oui. On se dit qu'elle est impartiale. Et c'est par son caractère impartial et aussi par son côté sage qu'elle est consultée. Alors, plus elle se montre partiale, plus elle tient un discours partisan, moins elle intéresse les acteurs de tous bords. Elle va intéresser peut-être les acteurs qui sentent que la balance penche en leur faveur, mais pour les acteurs qui ne vont pas voir leur intérêt, ils vont commencer à se désintéresser. C'est exactement ce qui arrive à l'imam Dicko. Il a commencé par jouer son rôle, l'influence qu'il avait gagnée avec ses prédications auprès de la population malienne. Il a perdu de vue qu'il est d'abord une autorité religieuse, pas une autorité politique. Aller jouer dans le terrain des politiques, c'est-à-dire prendre la parole dans les médias pour tout le temps s'exprimer sur les questions politiques, ce n'est pas avantageux pour un leader moral. Un leader moral a une parole rare.
Un leader moral ne se fait même pas surprendre quand notre copanoliste parle de surprise. Il ne se fait pas surprendre. Parce qu'il sait qu'à tout moment, sa parole peut être caution à des interprétations multiples. L'imam Dicko est en train simplement de payer le fait qu'il n'était pas préparé à cette position. Et finalement, il a senti que la vague de popularité sur laquelle... La position de leader moral, c'est ça? Oui, il a senti que cette position qui lui conférait un rôle exceptionnel dans la vie politique pouvait lui donner la capacité d'influencer les choses dans un certain sens. Oui. Il ignore qu'il est simplement là pour accompagner, pas les dirigeants maliens, mais le peuple malien. Donc, en ayant perdu de vue tous ces éléments, malheureusement, il se retrouve dans cette situation. Seulement, ce n'est pas encore perdu. Il peut corriger le tir en reprécisant sa parole et en limitant son intervention. Il peut même décider de ne plus s'exprimer jusqu'à ce que la transition ait terminé. À partir du moment où la transition avait eu lieu, avait débouché sur des assises nationales et auxquelles il avait participé, normalement, il devrait être tenu à un droit de réserve jusqu'à ce que la période convenue dans le cadre de cette transition soit écoulée. Oui. Mais s'il vient s'exprimer pendant que la transition a cours, ça sonne auprès des autorités comme une volte-face, comme une volonté de double jeu, comme un double langage, comme si l'autorité morale se dédisait. Elle qui a cautionné le processus en amont se retrouve pendant qu'il est en cours à le décrédibiliser. Non, c'est tout à fait une erreur qu'a commise l'imam. Nous savons que lui, en tant que, a vu son âge et vu l'expérience qu'il a, il trouvera les moyens pour corriger sa position officielle et pour voir comment il peut retrouver progressivement l'ombre pour ne plus apparaître comme un acteur politique. Parce que cette place-là, ça ne lui convient pas. Alors, un autre leader, une autre autorité morale au Mali qui a plutôt donné une certaine réponse, si l'on veut, à la sortie de Modibo Dicko, c'est bien sûr Chérif Mohamed Ould Cherne Ahmed Hamaoullah, on l'appelle Bouillet de son petit nom. Eh bien, voici ce qu'il dit. Partout dans le monde, les dirigeants se font toujours respecter à travers les pouvoirs qu'ils détiennent. Aucun pays n'aime être humilié ou vilipendé par une autre puissance quelconque, quelle que soit la richesse ou la diplomatie de cette dernière. Moi, Bouillet, ma position reste intacte face à ces dirigeants tant qu'ils continuent à sauver l'honneur et la dignité du Malien. Nous avons été humiliés aux yeux du monde entier à travers nos propres dirigeants. Aujourd'hui, notre pays connaît un régime militaire qui donne un nouvel élan et une nouvelle dignité à son peuple, raison pour laquelle je réitère une fois de plus mon soutien et mon accompagnement à cette transition et je demande à mes fidèles et sympathisants de soutenir cette transition. C'est donc un message de Bouillet. Alors, on retourne vers Alaï. Alaï, je suis avec vous justement pour la même question. Mais pourquoi donc Assimi Goïta et Choguel Maïga ont écarté, ont lésé l'imam Dicko quand on sait quand même qu'il a joué un rôle très important sur le départ de Ibrahim Boubacar Keïta? Quand on essaie de voir la personnalité de Mahmoud Dicko, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a des carnets d'adresse. Et compte tenu de son passé et ses problèmes avec les régimes qui se sont succédés, à commencer par le régime de M. Amadou Toumani Touré, paix à son âme, M. Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, il a contribué à leurs élections et il a contribué à leur suite. Donc là, il y a deux mesures. Connaissant la personne et l'influence de Mahmoud Dicko, Assimi étant un nationaliste, un Malien convaincu, il sait bien que quand il essaie d'utiliser Mahmoud Dicko comme Ibrahim Boubacar Keïta a eu à le faire, comme Amadou Toumani Touré a eu à le faire, ça serait un échec. Donc, il fallait mettre Imam
dans sa mosquée et continuer à diriger le pays tranquillement. L'imam a eu marre, il en a eu marre et il ne voulait plus rester dans sa mosquée. Il voulait vraiment monter sur la scène politique et à notre grande surprise, hier soir, il est venu avec ces discours-là. Donc, quand on essaie de voir Mahmoud Dicko, il avait un plan de paix souvent il faisait un bref résumé de ses plans au niveau du boulevard de l'Indépendance. Très bien. Il voulait un pourparler entre les religieux, entre les terroristes et l'État du Mali. Quand Barkhane a été chassé du territoire du Mali, lui, il pensait que l'État du Mali allait accorder un peu de crédit en canaux de communication pour pouvoir au moins amorcer une négociation avec les terroristes. À sa grande surprise, débarquer les Russes, c'est quelque chose qui l'a énervé beaucoup. Il a même eu à dire que pourquoi sortir, pourquoi chasser un mécréant et aller faire appel à un autre mécréant. Donc, Imam est très, très, très mécontent de l'arrivée des paramilitaires russes, que ce soit Wagner ou l'État du Russe, et cela a faussé son plan de paix. Donc, il est obligé maintenant de faire des sorties médiatiques pour pouvoir faire un autre renommé et monter sur la scène politique. D'accord. Voilà donc la Voilà position. pourquoi il est sorti hier et ça fait... D'accord. Je reviens à Alaï dans quelques secondes. Alors, comme on peut le constater, la connexion est un petit peu entrecoupée du côté du Mali, mais on arrive quand même à bien écouter nos deux intervenants. Alors, Moussa Zane, je me retourne vers vous, justement, après ce message d'un de nos téléspectateurs, Abdoulaye Azim Thiam, qui nous écrit. Il dit, il en trouve une faille dans la cohésion populaire malienne. À quelle fin? Il s'interroge là. Alors, ce combat est militaro-politique, dit-il. Si cet imam veut se lancer en politique, c'est son droit le plus absolu. Mais le Mali a besoin d'imams panafricains. C'est ce que nous dit Abdoulaye Azim Thiam. Voilà, merci à Abdoulaye qui est en train de nous suivre. Alors, Moussa, je reviens donc vers vous. Alors, si au niveau de sa sortie concernant les autorités militaires à Bamako, vous avez trouvé à redire, qu'en est-il du qualificatif quand même qu'il a donné à la position de la communauté internationale? Il la trouve orgueilleuse. Bon, avant d'arriver à ce niveau, sachez que l'imam a un mouvement politique, hein, SEMAS, c'est un mouvement politique qui est pour nous maintenant position la transition. Ce mouvement-là est parrainé par l'imam Dicko, dont son beau fils était le porte-parole, le coordonnateur général de ce mouvement, mais qui l'imam a été destitué maintenant, qui est remplacé maintenant par un autre jeune qui dirige ce mouvement, qui fait partie des opposants qui combattent ouvertement la transition, malgré qu'ils le font d'une manière, mais on sait que tout ce que la transition fait, ils sont d'une manière en opposition face à ce que la transition fait. Donc, c'est comme s'il est autorité morale d'un mouvement d'opposition contre la transition. Ça, c'est un aspect que les gens doivent vraiment comprendre, que c'est un religieux, mais en réalité, un religieux qui est derrière un mouvement politique qui est en l'opposition. En plus de cela, l'orgueil de la communauté internationale, moi je dirais c'est des propos qui veulent flouer vraiment l'intelligence du peuple, vraiment entre les mots, parce que vu vraiment l'aura qu'il a, vu vraiment l'intelligence vraiment qu'il met derrière tout ce qu'ils disent comme vraiment idée à avancer. Nous pensons que ce mot n'a pas vraiment, ce mot n'avait pas sa place
lors de ce forum, parce qu'un forum qui était dédié pour la paix, le développement, le rôle des femmes, pourquoi aller vraiment à côté et dire vraiment tout ce que vraiment tu as comme idée derrière la tête. Hein? L'organisation, l'opinion internationale, que ce soit l'organisation, la CEDEAO, que ce soit l'ONU, que ce soit posées comme sanctions contre le Mali, on sait que c'est des actes qui sont soutenus par la France. Parce que la CEDEAO et l'IOMA ont pris comme sanction. Maintenant, si tu qualifies ces gens, celui qui veut engouffrer le pays, tout ce qui veut vraiment mettre, ils sont en train de serrer l'étau autour du cou du Mali pour l'étouffer, pour étouffer la lutte, la libération que Assimi et Choguel mènent maintenant contre les terroristes et contre l'impérialisme. Je ne peux pas comprendre comment tu peux qualifier ces gens orgueilleux. Mais c'est des criminels, c'est des gens qui sont contre même l'indépendance du Mali. Parce qu'aujourd'hui, lors de ce forum, Choguel a célébré la cérémonie d'ouverture du forum de Bamako. C'est fait en présence de Imam Dicko. Lors des discours que Choguel a prononcé, il a dit que Mali vient de loin et qui c'est un pays qui, je vais répéter ce qu'il a dit. Il a dit que le Mali n'a jamais en vase clos. C'est ce que le PM a dit lors de son discours. Les empires que les Maliens ont fondés, que ce soit l'empire du Mali, que ce soit l'empire du Ghana, que ce soit l'empire Songhai, c'est que le PM a donné un peu la fierté de l'empire de nos ancêtres, ce qu'ils ont fait auparavant, jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est cela que l'imam qualifiait de l'orgueil? Est-ce que c'est cela que l'imam qualifiait de l'arrogance que nous sommes en train de faire? Maintenant, en ce qui concerne la communauté internationale, nous, on les qualifie comme ceux qui veulent vraiment mettre les grappins. Parce que si le Mali réussit vraiment à ces processus, tous les pays africains vont vraiment emprunter le chemin de ce que Assimi est en train de faire et ce que Choguel est en train de faire. Mais maintenant, si Imam qualifie vraiment ce combat comme arrogance, si Choguel qualifie l'opinion internationale comme orgueil, c'est que lui, il a l'opinion internationale. Nous, on le sait. Très bien. Mais de venir à ces activités pour vraiment mettre le bâton sur le roue de la transition, c'est que le peuple ne va plus accepter. Si tu regardes les réseaux sociaux, si tu regardes les réactions de ces 24 heures, tu verras que l'imam a vraiment sa popularité vis-à-vis des peuples maliens. Voilà et la confiance continue vraiment à se dégrader entre le peuple malien et vraiment notre ancienne autorité morale qui est l'imam Dicko. D'accord. Je reviens à vous, messieurs. Certainement, on aura un autre tour de table. En attendant, donnons la parole. Alors, je crois qu'on peut commencer par notre ami le plus fidèle, l'un des plus fidèles. Il est à Gitega, c'est bien sûr Delphin. Bonsoir Delphin et bienvenue à cette édition. Vous avez la parole, cher ami. Bonjour Mohamed Bachir, bonjour à tous les invités de For You TV. Moi, c'est Inassé Adama à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Très bien. J'aimerais me prononcer par rapport au sujet sur le Mali concernant la dénonciation de l'imam Dicko, de l'arrogance des dirigeants actuels du Mali et l'orgueil de la communauté internationale. Tout d'abord, j'aimerais qu'on apprécie un peu les différents termes. Par rapport à l'arrogance, moi je ne trouve pas que les agissements des autorités maliennes actuelles, je ne qualifierais pas cela d'arrogance. Sinon, j'aimerais poser quelques questions. Faut-il être conformiste et refuser le bien de son peuple?
Faut-il être suiviste et abandonner les intérêts de son peuple? Si on ne veut pas être suiviste, on ne veut pas être conformiste, on veut le bien du peuple, je pense que le comportement des autorités actuelles du Mali, je dirais plutôt que c'est une fierté, un exemple que tout chef d'État africain doit suivre. Par rapport à l'orgueil, là, effectivement, je suis d'avis, puisque la communauté internationale, d'ailleurs, doit-on qualifier cette communauté internationale du moment où tous les États ne sont pas du même avis. C'est un orgueil parce que cette communauté se dit, si elle se plie aux exigences du Mali, c'est comme si vraiment elle se rabaissait. Et il faudrait forcer le Mali à suivre eux leur opinion et non ce que le peuple malien demande. Donc là, c'est effectivement un orgueil. Maintenant, l'autre aspect de mon intervention, c'est surtout la personne qui critique les autorités actuelles. S'il faut qu'un d'entre nous désapprécie ce que nous faisons pour le bien de tous, je pense qu'il y a anguille sous roche. Voilà, il y a anguille sous roche. Si du moment que le président malien est adulé jusqu'en Afrique du Sud, à des milliers de kilomètres du Mali, il faudrait savoir que ce qu'il fait pour son peuple est un exemple que d'autres peuples apprécient. Et d'ailleurs, le peuple malien également apprécie. Donc, il ne faut pas, du fait qu'on est un leader d'opinion, oublier de suivre ou d'accepter l'avis de tout un peuple. De tout un peuple, nous voyons les résultats que le Mali est en train d'engranger ces 2 temps. Et franchement, il faudrait dire que c'est une fierté, un honneur que les dirigeants maliens sont en train de rendre aux peuples africains. Donc, voici ici ce que moi je pense par rapport en tout cas à ces interventions. Voilà, merci à vous, très cher Adama, depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso. On va aller aux États-Unis. Jean Sakpono nous appelle de ce côté-là. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Bachir. Merci, Jean. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vos invités, Jonathan, Moussa et Aladi. J'espère bien que c'est le nom. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média. Alors, si le thème, si le sujet de ce soir est venu sur For You Media, c'est parce que ça fait de tollé sur les chaînes de nos ennemis. Donc, ça, il y a quelque chose en guise sous roche concernant cet imam Diko. Nous savons le rôle qu'il avait joué dans le passé. Vos invités l'ont déjà parlé, en ont parlé, les Maliens en ont parlé déjà sur votre antenne. Et n'oubliez pas, c'est un homme religieux. Et normalement, ce qu'il dit, nous le laissons face à sa conscience en tant qu'un homme qui se dit serviteur de Dieu. Et Dieu de justice et de paix. Je pense que c'est ce qu'il prononce, c'est pourquoi il est moralement un homme, un guide. Alors s'il sort avec ces expressions sur ces antennes, ou que les antennes de nos ennemis ont relayé, ça veut dire qu'il y a quelque chose en guise orange. Donc cet imam doit savoir que les temps ont changé. Parce qu'on leur lavait le cerveau, on leur fait croire que la France est tout pour eux. Et donc, s'ils faisaient parce que la politique, selon la définition que les Français ont donnée aux politiciens africains, c'est qu'il faut blaguer, tuer. Voilà.